On va passer à la présentation de Guillaume Gautreau, qui est chercheur dans une unité de Jouy-en-Josas qui s'appelle Maillage et qui fait de la microbiologie computationnelle et en particulier qui s'intéresse au génome et au métagénome. Alors effectivement, de plus en plus, j'étudie les génomes et les métagénomes, enfin, surtout les génomes, mais je vais venir au métagénome, avec des méthodes d'intelligence artificielle. Demain, j'interviendrai en tant que juriste pour le projet Claude Forsam, mais j'aime bien revenir aux définitions juridiques. On a maintenant une définition de ce qu'est l'intelligence artificielle, au moins un système d'intelligence artificielle. Donc c'est un système qui peut opérer à divers degrés d'autonomie, qui peut s'adapter, qui peut faire des prédictions, des recommandations, générer du contenu ou aider à prendre des décisions. Et généralement, on classifie l'intelligence artificielle sous forme de diagramme de Venn, comme ça. Donc on en a vu un tout à l'heure. Et les derniers modèles très larges, notamment les modèles de langage, sont ceux qui ont actuellement des degrés d'autonomie et de capacité à généraliser qui sont très importants, qui sont même capables maintenant de gérer plusieurs modalités autres que le langage naturel. Donc quand on parle d'intelligence artificielle, souvent j'ai l'impression quand même qu'on parle au moins de deep learning, ou voire même de modèles de langage. Et sont même capables maintenant de faire du raisonnement via la chain of thought, ou de coupler plusieurs agents pour obtenir des raisonnements plus complexes. Et de plus en plus, maintenant, ils arrêtent d'halluciner grâce au fait qu'ils indexent des données. Ils font du RAG, comme on appelle ça. Et donc, comment ça fonctionne, ces modèles? Ça fonctionne via la représentation des données dans un espace multidimensionnel. Et les données, en fait, sont découpées en petits bouts qu'on appelle des tokens. Et si on prend le langage naturel, on peut représenter nos mots sur cet espace en 3 dimensions avec l'âge, le genre, la royauté. Et la grosse innovation des dernières années qui a fait la puissance de ces IA, c'est la capacité à mettre en contexte tous ces mots. Notamment, il y a ce papier très célèbre, Attention is all you need, qui est en passe de devenir l'un des plus cités au monde, qui a été proposé par Google et qui, à la base, servait à faire de la traduction. Et donc, si vous voulez traduire cette phrase « How was your day ?» en fait, si vous voulez traduire mot à mot, c'est facile, mais si vous voulez vraiment être sûr d'avoir une bonne traduction, par exemple, how, ça peut se traduire aussi en combien, si derrière c'est much or many. Et donc, vous avez besoin de regarder les mots qu'il y a après et de mettre à jour les représentations des mots en fonction de leur contexte. C'est ce que permet de faire le système d'attention. Donc, si vous avez une phrase comme ça avec le mot fille, vous allez mettre à jour sa représentation. Et dans cette phrase, la sémantique de fille, c'est en fait reine. Et c'est ce que permet de faire le système d'attention. Et tous les mots n'ont pas autant d'importance. Un, par exemple, n'a pas trop d'importance pour mettre à jour la représentation. Et avec ce type d'approche, on peut aussi mettre à jour la représentation de rien du tout pour essayer de prédire la suite de la phrase. Donc ici, par exemple, 3 petits points, on peut essayer de mettre à jour la représentation de 3 petits points. Et ça va nous donner une distribution des mots qui peuvent être à la place de 3 petits points. Et donc, on va avoir une distribution de probabilité et on va pouvoir tirer au hasard dans cette distribution de probabilité, selon cette distribution. On va mettre le mot à la suite et puis on va recommencer. Et c'est comme ça que fonctionnent les modèles de langage actuellement. Mais ils l'ont fait sur beaucoup de données et ils sont très performants pour ça. On peut aussi voir que c'est des modèles qui vont être un peu biaisés par leur jeu d'apprentissage, parce que si je change, je passe de girl à boy, là où la femme va avoir tendance à jouer, à écrire et à penser, le roi va vouloir se battre, envahir, décider. Donc ça, c'est parce que du coup, ces modèles intègrent les biais qu'il y a dans le corpus d'apprentissage. Donc pour résumer, sachant un prompt, composé de tokens, en passant dans ces grosses machines qu'on appelle les transformers, qui sont composés de l'attention et de très très gros réseaux de neurones, on peut soit représenter dans des espaces multidimensionnels l'information, soit faire de la traduction entre différentes manières de représenter l'information, notamment différents langages, ou alors on peut décoder pour essayer de prédire la suite du texte.
Comment on obtient ce type de modèle? Le point clé, c'est l'apprentissage auto-supervisé. Donc là, on n'a pas forcément besoin de labelliser les données. On va d'abord avoir une étape de pré-entraînement massive en termes de computation, et puis après, on va avoir un besoin d'un peu plus d'intelligence pour raffiner les modèles. Première étape, on va altérer les données. Alors, soit on les altère à la fin pour, sachant le début, prédire la fin. On va avoir plutôt des modèles causaux ou autorégressifs, type GPT. Je n'ai pas dit chat GPT, hein, GPT. Ou alors, on va avoir des modèles masqués, où on va plutôt altérer les données au milieu et, avec les bords, essayer de prédire la donnée au milieu. Et ça, on va le faire massivement sur beaucoup de données et toutes sortes de combinaisons de masquage possibles. Et en faisant ça, on obtient ce qu'on appelle un modèle de fondation, qui est le mot que je n'ai pas encore beaucoup entendu aujourd'hui, qui est pourtant devenu important en IA. Et ces modèles de fondation, on va pouvoir construire beaucoup de choses avec. En général, quand on les utilise directement, ça ne marche pas toujours très bien. Ce qui fait qu'ils deviennent pertinents, c'est qu'on va un petit peu les spécialiser, les fine-tuner, comme on dit, ou les renforcer, faire du reinforcement learning, soit avec des données supplémentaires, soit avec un certain feedback au modèle sur la base de ces prédictions. Voilà pour l'introduction sur les modèles de langage pour naturel, mais on peut appliquer les mêmes types de modèles aux sciences du vivant, notamment aux données génomiques. Alors évidemment, sciences du vivant, ça peut être aussi sciences du vivant à travers le langage naturel, donc il y a des modèles spécialisés. Alors, il y en a probablement beaucoup d'autres qui ont été proposés. Il y a des modèles qui utilisent les bases, enfin les nucléotides, DNABERT, DNABERT2, DNABERT-S, Nucleotide Transformer. Je vais parler un petit peu après de la série des EVO, qui est assez impressionnante. On a aussi des modèles protéiques, notamment les modèles de Facebook, enfin de Meta, qui sont assez célèbres, donc ESM, ESM2, maintenant ESM3. Et puis on a aussi des modèles qui se développent avec une autre granularité, donc des modèles génomiques, mais qui vont plutôt regarder les gènes comme alphabet, comme token. Donc on a GLM, Bagformer qui est sorti cet été, et puis on a un projet NR où on essaye de développer ce type de modèle avec le Génoscope et l'Université d'Evry. Alors EVO, c'est un modèle qui est sorti il y a un tout petit peu plus d'un an et demi. Et en fait, maintenant, ils sont déjà à la version 2. Ça itère très vite. Ils ont fait un Science et 2 Nature. Et donc, c'est un modèle qui a appris, si on prend EVO 2, sur à peu près tout l'ADN disponible. Pour vous donner une idée du coût d'entraînement, c'est à peu près, si on va chez un hyperscaler, ça coûtera à peu près 6 millions juste le coût d'entraînement. Donc, 3 projets PEPR-SAM, c'est à peu près. Juste pour le coût de l'entraînement, pas l'infrastructure. Donc, ils sont capables de gérer des fenêtres attentionnelles de l'ordre de 1 million de bases, donc quasiment la taille un petit génome microbien. Et ils ont une résolution à la base près. Donc, le mot, c'est vraiment la base près. Donc, ils ont un vocabulaire à 4 mots. Et ce type de modèle, dans les dernières publications, font des choses quand même assez impressionnantes. Donc là, par exemple, ils essayent de générer des systèmes antitoxines totalement artificiels sur la base du modèle. Après, ils génèrent la séquence d'ADN, ils l'insèrent dans des bactéries. Donc ils se basent sur ce qu'il y a à côté pour faire des prompts, parce que le modèle ne connaît que l'ADN. Ils arrivent à prédire les folds. Ils peuvent produire, donc ça sur un système toxine-antitoxine, l'antitoxine associée à la toxine, et ils obtiennent des protéines qui sont fonctionnelles. Donc là, par exemple, si on met la toxine, donc c'est Evorel 1, je n'ai pas de pointeur, si peut-être. Hop. Non, ça ne marche pas. J'ai tout cassé. Ok. Là, c'est la barre bleu foncé. Donc ça, c'est la toxine toute seule. Et on voit qu'on a le même phénotype qu'avec les toxines wild type. Et quand on rajoute les antitoxines synthétiques générées par le modèle de langage génomique, on a une fonction de survie. Voilà. Donc l'antitoxine joue son rôle. Mais on va dire ici, on a encore des protéines qui, même s'ils commencent à être un peu distantes de ce qu'on a dans les bases de données, restent homologues de ce qu'on a dans les bases de données. Ce n'est pas encore des protéines totalement nouvelles. Sur le système anti-CRISPR, ils ont fait un peu la même expérience. Donc vous savez, CRISPR, c'est une sorte de système immunitaire pour les bactéries. Les phages ont aussi un système anti-CRISPR pour se défendre contre le système immunitaire des bactéries.
Et donc, ils ont utilisé des protéines qui sont à côté des systèmes anti-CRISPR comme prompt pour générer des protéines de systèmes anti-CRISPR. Et donc, ils ont obtenu des fonctionnalités anti-CRISPR, donc le phage survie, phage T4 contre Escherichia coli. Mais ce qui est plus impressionnant, c'est que sur les protéines qu'ils ont générées, certes, certaines ont des homologies avec ce qu'on a dans les banques, mais ça commence à diminuer en homologie. On passe 58, 31%, donc 31%, on est à la limite de ce qu'on peut aligner. Et on a aussi des protéines fonctionnelles qui ont été générées qui n'ont aucune homologie, avec des choses connues dans les banques de données. Donc, ça veut dire que c'est des créations originales du modèle d'intelligence artificielle. Ce modèle qui n'a jamais vu aucune donnée expérimentale, juste des séquences, est capable de retrouver les règles du vivant. Par exemple, ceux qui font de la biologie savent que, par exemple, une mutation qui interviendrait dans le premier codon d'un gène est extrêmement délétère. C'est ce qu'on retrouve dans le modèle. On sait qu'il y a une dégénérescence sur le 3e nucléotide de chaque codon. On le retrouve aussi. On retrouve aussi le fait que c'est très délétère d'avoir des mutations sur les promoteurs ou sur le Schinel-Garneau, ici, chez les bactéries. Alors ça, c'est pas encore publié, mais c'est sur bioRxiv. Ils réclament d'être les premiers à avoir généré des génomes entiers de phages. Et donc, ils obtiennent des phages générés par Evo qui sont fonctionnels. Et même, ils ont réussi à générer des nouvelles sélectivités d'hôtes avec leur méthode. Donc là, en l'occurrence, les phages qu'ils ont générés, même s'ils sont quand même assez originaux, gardent des homologies avec les phages sauvages. Alors maintenant, je vais aborder l'écologie microbienne. C'était juste une introduction. Donc sur l'écologie microbienne, il y a pas mal de papiers en IA depuis assez longtemps, mais moi je veux surtout vous parler des dernières méthodes qui sont basées sur des modèles de fondation, qui sont difficiles à évaluer parce que c'est assez récent. Alors déjà, je vais évacuer ça rapidement, il y a pas mal de modèles qui sortent spécialisés, mais qui sont des modèles de langage, des agents qui ont lu la biblio, qui sont beaucoup plus efficaces que ChatGPT pour vraiment être spécialistes sur des questions de recherche. Mais ce n'est pas des modèles omiques, c'est des agents spécialisés. Donc par exemple, il y a Eubiota qui a été proposé il y a quelques semaines. Ensuite, un travail qui a été fait par, vous connaissez sûrement Jean-Daniel Zucker, Eddy Prifty, Ginny Belda, qui est d'ailleurs dans le PVR SAMS. Donc ça, c'est un travail plutôt précurseur qui a commencé il y a 3-4 ans, où ils ont réutilisé le modèle génomique BERT, donc, que j'évoquais tout à l'heure, pour essayer de classer des métagénomes. Et donc, ils passent directement les reads du séquençage dans ce modèle BERT. Après, du coup, c'est assez compliqué, ça fait une grosse volumétrie de données. Et donc, ils ont toutes sortes de filtres qu'ils utilisent pour essayer de récupérer l'information à partir de ces reads. Alors, les résultats qu'ils présentent dans leur article préprint, en gros, on est à peu près à l'état de l'art. On est peut-être sur certaines tâches, notamment sur le diabète de type 2, un petit peu meilleur que l'état de l'art. Donc, ils ont au moins l'avantage d'avoir été précurseurs sur ce type d'analyse. Mais je pense que le modèle DNA-BERT n'est pas forcément adapté parce que ce n'est pas un modèle qui a lu des bactéries, des génomes bactériens. Il a été entraîné surtout sur l'humain. Donc, ce n'est pas forcément le meilleur type de modèle, mais à l'époque, c'était ce qui était disponible. Et puis, c'est énorme en termes de calcul. Ce qui est sorti plus récemment, il y a BiomeGPT. Donc là, on change de tokenisation. On n'est plus sur la nucléotide. On est sur l'espèce qui sert de token. Et donc, ce modèle a été entraîné sur tous les échantillons métagénomiques en utilisant l'espèce comme token. Alors, il s'appelle BiomeGPT, mais là, c'est vraiment de l'abus de langage. Ce n'est pas un modèle génératif, c'est un modèle plutôt type BERT masqué. Et puis, il se positionne comme modèle de fondation, mais c'est pas à l'échelle. Ils ont 13 000 échantillons. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on est un modèle de fondation avec si peu d'échantillons. Donc, faire attention à l'IA washing. Ils ont quelques performances, mais c'est très difficile d'évaluer les performances. En fait, comme il n'y a pas de benchmark standardisé, j'ai aucune confiance en ces résultats. Moi, ce que j'ai trouvé le plus intéressant, donc ça c'est sorti récemment, c'est ce modèle qui n'a pas une grosse audience. Donc ça, c'est plutôt un modèle causal, type GPT.
Lui, il a été entraîné sur un modèle, sur beaucoup plus d'échantillons, 260 000 environ. Donc il y a pas mal de résultats dans l'article, c'est intéressant. Après, voilà, donc on a ici sur de la classification d'échantillons de cancer, je crois. Donc ils disent qu'ils arrivent à prédire le cancer à partir du microbiote avec des AUC intéressantes. Là encore, c'est toujours compliqué, les benchmarks qui sont faits juste sur un article. Donc là, la résolution, c'est le genre. Donc c'est une granularité assez haute. Voilà, pour conclure, vous voyez, les modèles d'IA en métagénomique sont émergents. Il n'y a pas encore énormément de choses. Je pense qu'il y a besoin de benchmark. Donc là, ce matin, on proposait une boîte à idées. Je pense qu'un data challenge ou quelque chose comme ça, ça pourrait être une bonne idée pour essayer de standardiser les use cases et les méthodes à utiliser pour y répondre. Be aware of AI washing, c'est quand même assez récurrent. J'ai plus confiance dans beaucoup de papiers que j'ai à relire. Oui, donc ce que montrent les leçons sur les autres langages, c'est que finalement, ce qui permet la performance, c'est de passer à l'échelle avec beaucoup de données et beaucoup de puissance de calcul. Et c'est là, en tout cas, qu'on obtient de la performance. C'est les leçons des dernières années. Et la prochaine étape, je pense, c'est comment on pilote, pas juste faire de la classification du transfer learning, mais comment on pilote des microbiotes avec des modèles génératifs. Et donc, je pense qu'il y a un front de science là aussi. Voilà, j'ai terminé.